aux Béninois d'avoir la main sur l'économie. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus d'hommes d'affaires au Bénin. Moi, j'ai vu, si vous me permettez, hein, j'ai vu le président Emmanuel Macron il y a quelques jours aller en Arabie Saoudite avec plus de cinquantaine, avec plus d'une cinquantaine d'hommes d'affaires français. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon ordinateur, j'ai consulté de 2016 à aujourd'hui. Est-ce que le président Patrice Talon voyageait de façon officielle, hein, avec des hommes d'affaires béninois, les mettre en promotion, leur permettre d'avoir accès à des marchés à l'étranger? Hein? Il n'y en a pas. On a fait tout possible. C'est le constat qu'on fait. C'est le constat qu'on a fait. On constate tout simplement que il y a une volonté pour le président Patrice Talon de liquider d'une manière ou d'une autre tous les hommes d'affaires qui, selon lui, pourraient être un compétiteur face à lui. Je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre. On devrait permettre, hein, à nos pays d'avoir des Dangote. On devrait permettre à nos pays d'avoir des Patrice Talon en termes de capitaux, en termes de capitaux. On devrait permettre à nos pays d'avoir des Sébastien Diavon. On devrait permettre à nos pays d'avoir des grands capitaux. Hein, nous permettant, ou j'allais dire des grands capitaux qui vont réinvestir ce qu'ils ont gagné sur place dans l'économie. Ce que vous faites aujourd'hui à Lodjigbe, moi je dis, on dit qu'il faut ouvrir l'économie béninoise ou les économies africaines à des investisseurs étrangers. Ce n'est pas le modèle qui va nous faire développer ou qui va nous rendre puissants. Non, les modèles qui vont nous rendre puissants, c'est des modèles, hein, qui protègent d'abord les grands détenteurs de capitaux étrangers, de capitaux béninois ou de capitaux africains. On doit mettre en valeur les hommes d'affaires béninois dans le cas d'espèces. On doit mettre en valeur les hommes d'affaires africains. On doit leur permettre d'emmagasiner beaucoup de capitaux. Je ne dis pas de faire du capitalisme, non. Mais on doit protéger les hommes d'affaires en plein 2024, pour ne pas dire bientôt 2025, qu'on empêche encore les gens de dire ce qu'ils pensent. Vous avez vu il y a cela quelques semaines seulement, ou je dirais quelques jours, on a arrêté le général Louis-Philippe Bourguignon. Parce que quoi? Le général a dit, il a dit ce que tous les Béninois pensent. Il a dit de façon intelligente, de façon, je dirais de façon intelligente, de façon intellectuelle, de façon franchement pacifique, ce que tous les Béninois pensent, qui est qu'il faut permettre aux gens de donner leur opinion, il faut permettre aux gens de compétir. Et pour le simple fait d'avoir dit ça, on dit on viendra vous arrêter. Et au finish, on est allé arrêter, comment on appelle le général Louis-Philippe Bourguignon. Et après, on nous dit que, il a dit que, comment on appelle, ouais, quand vous allez venir, non, de venir m'arrêter, de venir me passer les menottes devant l'histoire. Moi, je trouve que le général Louis-Philippe Bourguignon, c'est quelqu'un qui connaît la puissance publique, qui a une fois exercé une bonne partie de la puissance publique. C'est quelqu'un qui sait qu'on ne peut jamais défier, comment on appelle, l'autorité. L'autorité. Quand je dis défier l'autorité, c'est pas que quand on prend des mesures liberticides, quand on prend des mesures inhumaines que vous allez accepter. Non, mais je dis c'est quelqu'un qui a géré une bonne partie de la puissance publique, qui sait que on ne peut pas défier illégalement, illégitimement, comment on appelle, la puissance publique. Et donc, le fait de dire, venez me passer les menottes devant l'histoire, tout simplement parce que vous êtes allergique, comment on appelle, à la liberté, vous êtes allergique à la vérité, venez me passer les menottes. Ce n'est pas une défiance, c'est pas, comment le dire, ce n'est pas de l'insulte, ce n'est pas un appel à la rébellion. Quand il dit, quand vous allez m'arrêter, les Béninois ne vont pas l'accepter. Mais moi, je pense tout simplement que le président Patrice Talon devrait considérer le général Louis Bourguignon comme un conseiller. Même s'il n'a pas nommé de façon officielle à être son conseiller, toutes les interventions du général Louis Bourguignon devraient être perçues comme, comment on appelle, des interventions de conseillers sur la place publique. On devrait l'associer. Et tenez-vous bon, tout ce qu'il a dit concernant la formation des policiers, aujourd'hui, on constate que, mais il a raison. Quand on voit, on suit le général, comment il s'appelle, le directeur général de la police, M. Soumala Yaya, pour qui nous avons du respect, personne n'est contre eux. Moi, je pense que c'est eux qui, à travers leurs mesures, oppriment les gens qui, en réalité, sont contre la population. Disons-le très clairement. Je ne dis pas qu'ils sont eux-mêmes contre la population, mais les mesures qu'ils prennent, hein, sont contre les populations, sont contre la liberté de décider de choisir des populations. Et donc, quand le général Louis-Philippe Bourguignon vous fait le bon diagnostic en vous disant que si vous constatez des violences
venant de la part des policiers sur la population civile, c'est que ces policiers ont été mal formés. Aujourd'hui, vous avez déposé quelqu'un qui vous a fait un diagnostic pareil. Et il y a cela à peine 2 jours, je pense que c'est hier, mercredi, que le général, non, que le DG Soumala Yaya, parce que c'est un général aussi, je ne sais pas trop, mais je pense que lui-même, hier seulement, mercredi 4 décembre, a fini par faire le même diagnostic que lui faisait le général Mourinho il y a cela quelques semaines seulement, qui est que les policiers sont mal formés. C'est pas moi qui dis ça, c'est le DG Soumala qui dit ça. Que si on constate ces violences-là, c'est quelque part cela s'explique par le fait que les policiers ont peut-être mal assimilé les coups ont été donnés ou c'est parce qu'ils ont été mal formés. Et donc, quand lui a dit ça, est-ce qu'on est allé l'arrêter? Non, personne n'est allé l'arrêter. Et donc, pourquoi arrêter quelqu'un de votre corporation, même si vous l'avez contraint à aller à la retraite forcée, pourquoi aller le déposer? Pourquoi ne pas tout simplement l'associer? Moi, quand je vais voir le général Louis-Philippe Bourguignon, devenu conseiller de Patrice Talon, moi, ça ne doit pas me déranger parce que c'est une tête bien faite. C'est pas quelqu'un qui se met dans des histoires d'opposition classique, quitte là, je vais venir prendre ta chaise. Non, il opine en tant que citoyen, il donne des apports. Et moi, je pense qu'on devrait considérer quelqu'un du genre comme un conseiller, tout dirigeant lucide, tout dirigeant qui aime son pays, tout dirigeant qui aime, euh, euh, qui, euh, qui apprécie comment on appelle, les avis contradictoires, devrait accepter que des Louis-Philippe Bourguignon puissent exister en nombre au pays, au Bénin. Puissent, comment on appelle, on devrait même travailler à faire émerger de la société des têtes des têtes bien faites comme les quand on dépose des gens comme ça en prison, je me dis, on tue la compétence. Vous tuez la compétence dans nos pays. Chaque fois qu'il y a la compétence qui s'exprime dans nos pays, vous les tuez, vous saccagez tout ce qu'ils ont, vous les brimez et après vous dites que le Bénin a un désert de compétences. Non, c'est quelque part vous qui prenez des décisions du genre, c'est vous qui manifestez très clairement ce désert de compétences. On devrait faire la promotion des gens comme Louis-Philippe Mourinho. Et moi, je vais me dire, ah bien, si je fais comme Louis-Philippe Mourinho, si je donne des opinions de façon limpide, de façon aussi pointue comme il le faisait, d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, franchement, moi j'ai eu mal de constater qu'on a déposé quelqu'un du genre en prison. Je me dis, si on est un pays comme le Bénin aujourd'hui, je ne pense pas que les libertés individuelles soient aussi respectées que cela. Parce que si les libertés individuelles étaient respectées, ce n'est pas quand le citoyen demande tout simplement qu'il y ait plus de liberté dans la société, qu'il y ait des élections inclusives et transparentes. Le simple fait de dire ça ne suffirait pas à déposer les gens en prison. Le simple fait de dire qu'on est capable de compétir face à un dirigeant ne devrait pas suffire pour déposer les gens en prison. Or, on constate aujourd'hui, malheureusement, au Bénin, qu'il suffit tout simplement de réclamer, comment on appelle, une élection inclusive, une élection transparente, ou d'avoir le courage nécessaire, d'avoir tout simplement le rêve, la volonté de participer à des élections présidentielles pour se faire aujourd'hui déposer, comme on appelle en prison, un peu comme on l'a fait, un peu comme le gouvernement béninois, disons-le très clairement, l'a fait avec Mme Rikiat Madougou, avec le professeur Jola Ivo, qui avait commis le seul crime en réalité, qu'ils avaient commis était qu'ils avaient la volonté, le rêve de compétir. Et ce rêve-là, on ne pourra pas refuser aux Béninois de rêver, de devenir dirigeant. On doit encourager les Béninois à devenir des leaders. On doit encourager les Béninois à savoir compétir. Et quand vous refusez la compétition, c'est que vous privez les gens de leur liberté, vous privez les gens de rêver, vous privez même les petits-enfants d'avoir des rêves. Parce que quand on dit, je ne dirais pas qu'on dit, quand vous privez certains déjà de compétir face à vous, c'est que vous dites déjà indirectement, implicitement aux générations à venir, aux autres, de ne pas avoir les rêves, de ne pas nourrir le rêve de devenir dirigeant, de ne pas nourrir le rêve de devenir député, de devenir maire et, comment on appelle, beaucoup plus à un niveau élevé, de devenir président de la République. C'est qu'il faut permettre aux Béninois d'être libres de façon. Ah, franchement, il faut permettre aux Béninois. Autre défi dans la sous-région, on sait que plusieurs pays de la sous-région font face à la problématique du respect des normes démocratiques, notamment quand on parle de l'organisation des élections libres et transparentes. On a aussi des questions liées aux libertés individuelles et collectives. Il s'agit d'un combat des peuples. On l'a dit aussi un peu dans le débat qu'on est en train de faire.
pour un mieux-être individuel et collectif. Puisque vous faites partie d'une organisation panafricaine, quelle peut être la place ou le rôle des panafricains dans la restauration, comme un thème qu'on utilise dans la restauration des normes démocratiques dans notre sous-région? Non, moi, je pense, d'abord, quand on prend les trois pays de l'AES, quand on prend les trois pays de l'AES, mais il y a de la liberté. Les populations manifestent quand elles veulent pour, comment on appelle, réclamer beaucoup plus de souveraineté. Quand on parle de souveraineté, c'est d'abord la liberté. Quand vous êtes souverain, c'est que vous avez la liberté de décider pour votre, comment on appelle, pour votre pays. Donc, la souveraineté, en réalité, c'est d'abord la liberté. C'est la liberté, pour moi, c'est la suprême liberté. C'est la liberté, c'est une liberté collective. Quand on parle de souveraineté, c'est une liberté collective. La liberté qu'on a prétendu, en réalité, avoir dans les années 90, c'était tout simplement, pour moi, hein, ça c'est mon opinion personnelle, c'était beaucoup plus une liberté individualiste. C'était une liberté tout simplement de palabrer entre nous, de palabrer entre nous, quand même c'est nécessaire, parce que c'est toute forme de liberté, qu'elle soit collective ou individuelle, est sacrée et il n'y a pas de raison de brimer les libertés. Mais je dis, comment on appelle, la liberté que nous avons en griffe acquise dans, comment on appelle, pendant ces années 80-90, c'est que c'était pas une liberté qui nous garantissait en réalité la souveraineté de nos pays. C'est un peu comme le disait le président Laurent Gbagbo, qui est que la liberté qu'on nous a accordée pendant les années 60, pendant les années 80-90, c'était une liberté, hein, qui nous prive en réalité de la liberté au sein d'une plantation néocolonialiste, au sein d'une plantation comment on appelle la, de domination française. C'est que on nous a dit que nous sommes libres, mais nous n'avons pas comment on appelle la souveraineté de nos décisions, nous n'avons pas la souveraineté sur nos ressources, nous n'avons pas la souveraineté sur nos politiques générales. Et donc, c'est que au finish, on se dit, est-ce que réellement nous étions libres? Moi, je ne pense pas que nous étions libres. Au Bénin, je ne pense pas que nous soyons libres. Je pense plutôt que au Mali, au Niger, au Burkina Faso aujourd'hui, les populations sont libres, hein, d'exercer leur souveraineté avec leurs dirigeants. Elles sont libres de décider de la politique générale de leurs États. Elles sont libres de faire tout ce qu'elles veulent. Maintenant, en termes de liberté individuelle, je pense qu'il faut, comment on appelle, davantage, je pense de façon, je pense quand même qu'il faut davantage protéger les libertés individuelles dans tous nos pays, que ce soit dans les pays de l'AES, que ce soit dans les pays, comment on appelle, qui ne sont pas encore dans ce giron, en tout cas qui ne sont pas encore sur cette voie souverainiste. Il faut davantage renforcer les libertés individuelles parce que si le citoyen n'est pas libre lui-même d'abord, il ne pourra pas contribuer à une liberté collective. Il faut que le citoyen soit davantage libre. Et je pense que, disons-le très clairement, dans les pays de l'AES, c'est parce que les populations sont libres qu'elles travaillent davantage à ce que leur État soit aussi libre vis-à-vis d'entités extérieures. C'est nous, dans nos pays, comme le Bénin et d'autres pays aussi de la sous-région, qui n'ont pas encore cette liberté, un peu comme la Côte d'Ivoire aussi, qui n'a pas encore cette liberté d'abord individuelle, que nous n'avons pas encore la possibilité de manifester assez bruyamment, pacifiquement, comment on appelle, pour que notre État, ou pour que nos États soient davantage libres, comment on appelle, de ces entités extérieures, de ces entités qui nous dominent, qui nous oppressent. Et donc, il faut d'abord la liberté individuelle. Je ne dirais pas d'abord, il faut en même temps la liberté individuelle, mais en même temps aussi cette liberté collective qui nous permet de décider pour notre État. Nous sommes libres de manifester pour demander la liberté collective. Et en même temps que nous demandons cette liberté collective, c'est que cette liberté collective nous vient dessus. Mais s'il n'y avait pas cette liberté individuelle, c'est qu'on ne pourra pas assez longtemps réclamer la liberté, la grande liberté pour moi qui est la liberté, la souveraineté. Et quand vous prenez un pays comme le Bénin aujourd'hui, je ne pense pas que les libertés individuelles soient aussi respectées que cela. Parce que si les libertés individuelles étaient respectées, ce n'est pas quand le citoyen demande tout simplement qu'il y ait plus de liberté dans la société, qui est des élections inclusives et transparentes. Le simple fait de dire ça ne suffirait pas à déposer les gens en prison. Le simple fait de dire qu'on est capable de compétir face à un dirigeant ne devrait pas suffire pour déposer les gens en prison. Or, on constate aujourd'hui, malheureusement, au Bénin, qu'il suffit tout simplement de réclamer, comment on appelle,
une élection inclusive, une élection transparente, ou d'avoir le courage nécessaire, d'avoir tout simplement le rêve, la volonté de participer à des élections présidentielles pour se faire aujourd'hui déposer, comme on appelle, en prison. Un peu comme on l'a fait, un peu comme le gouvernement béninois, disons-le très clairement, l'a fait avec Madame Riquette Madougou, avec le professeur Jola Ivo, qui l'avait commis le seul crime en réalité qu'ils avaient commis était qu'ils avaient la volonté, hein, le rêve de compétir. Et ce rêve-là, on ne pourra pas refuser au Béninois de rêver et de devenir dirigeant. On doit encourager les Béninois à devenir des leaders. On doit encourager les Béninois à savoir compétir. Et quand vous refusez la compétition, c'est que vous privez les gens de leur liberté, vous privez les gens de rêver, vous privez même les petits-enfants d'avoir des rêves. Parce que quand on dit, je ne dirais pas qu'on dit, quand vous privez certains déjà de compétir face à vous, c'est que vous dites déjà indirectement, implicitement aux générations à venir, aux autres, de ne pas avoir les rêves, de ne pas nourrir, hein, le rêve de devenir dirigeant, de ne pas nourrir le rêve de devenir député, de devenir maire et, comment on appelle, beaucoup plus à un niveau élevé, de devenir président de la République. C'est qu'il faut permettre aux Béninois d'être libres de façon. Franchement, il faut permettre aux Béninois d'être très libres. Et cette liberté, hein, individualiste qu'on a acquise pendant, comment on appelle, la conférence de 90, ou qu'on a reconquéri en réalité pendant, comment on appelle, les années 90. Cette liberté aujourd'hui est menacée, hein, par des lois au Bénin, par des réformes politiques, par des réformes économiques au Bénin. Et c'est regrettable. Et il faut, je pense, de façon explicite, à haute et intelligible voix, dénoncer cet état de choses. Et donc, il faut de la liberté pour les citoyens. Et cette liberté pour les citoyens va engendrer la liberté collective qui est la liberté de décider, c'est-à-dire la souveraineté de nos États. Au cœur de ce combat, de tous les éléments qu'on a abordés ici, on sait que c'est la jeunesse africaine qui est vraiment au cœur de ce combat. On a vu tous les mouvements qu'on a connus au Sénégal. On voit aussi, dans une certaine mesure, au Burkina Faso, le soutien de la jeunesse africaine au capitaine Ibrahima Traoré. Nous sommes déjà au thème de cette émission. Est-ce que vous avez un message à lancer à cette jeunesse africaine qui se bat pour un peu plus de liberté et de souveraineté dans la sous-région? Bah, si vous me permettez, même, j'ai deux ou trois messages très rapidement. Un message pour cette jeunesse africaine dont nous faisons partie, avec fierté, avec honneur, et un message aussi à l'endroit, comme on appelle, de nos dirigeants, et à l'endroit, comme on appelle, de ceux qu'on appelle aujourd'hui les impérialistes. D'abord, au niveau des populations, je pense, au niveau de la jeunesse africaine, je pense, comme le disent souvent les gens, sans forcément, comment on appelle, à bien appréhender la notion, la citation qui est que, on dit, chaque génération chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ça, c'est la citation, c'est une pensée, comment on appelle, du Martiniquais, du révolutionnaire France Fanon, qui estime que chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous pensons que la seule mission pour le jeune Africain aujourd'hui, pour l'Africain dans sa globalité, parce que ce n'est pas qu'une lutte de génération, ce n'est pas une lutte, comment on appelle, de jeunes contre les vieux, non, c'est une lutte globale. Beaucoup plus, on estime que ceux qui ont encore de la vigueur, ceux qui ont encore, comment on appelle, beaucoup plus de force physique, hein, beaucoup plus de force physique se montrent davantage disponibles dans cette lutte. Sinon, en réalité, c'est une lutte globale, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, que ce soit les mamans, les jeunes dames, tout le monde est impliqué dans cette lutte-là. Et donc, comme je le dis, quelle est la lutte de notre génération? Si nous devrions découvrir la lutte de notre génération, c'est laquelle? Moi, je pense, et nous pensons profondément que c'est la lutte pour la souveraineté de nos pays, l'autodétermination de nos pays et la justice sociale. On peut trouver, comme on appelle, un quatrième volet de cette lutte-là qui est la réciprocité, l'autodétermination, je dis la souveraineté, l'autodétermination de nos pays, la justice sociale et la réciprocité, c'est-à-dire la réciprocité, comme on appelle, entre nos États et les États extérieurs avec lesquels
nous collaborons, avec lesquels nous avons des partenariats. Si nous n'avons pas la possibilité d'avoir des militaires béninois, d'avoir des militaires sénégalais, d'avoir des militaires tout simplement africains en France ou, comme on appelle en Occident, en Russie, un peu partout dans le monde, c'est que ces entités étrangères n'ont pas aussi, ne devraient pas aussi avoir la possibilité d'avoir, comment on appelle, des soldats sur place. Si nous avons, comment on appelle, on dit qu'il faut ouvrir les économies, comment on appelle, à ce qu'on appelle aujourd'hui les investissements étrangers, c'est-à-dire les investissements français, les investissements occidentaux, les investissements occidentaux du moins, les investissements russes, les investissements chinois, c'est qu'on devrait aussi donner la possibilité, comme on appelle, aux hommes d'affaires africains, aux États africains, d'avoir aussi, des investissements dans ces pays-là. Moi, je fais partie de ces gens-là qui croient, qui travaillent profondément à ce qui est cette réciprocité, qui pour moi est le quatrième pilier, du panafricanisme. Et donc, comme je le dis, la lutte de notre génération, c'est une lutte de souveraineté, une lutte d'autodétermination, une lutte de justice sociale. Et quand nous parlons de justice sociale, dans ce cas, c'est que qu'on permette, à travers la souveraineté, l'autodétermination, qu'on permette à nos États d'avoir le contrôle sur leurs ressources, qu'on permette à nos États de, comment on appelle, de mobiliser assez de moyens financiers, de mobiliser assez de moyens financiers qui leur permettent de secourir, comme on appelle la population, de venir à l'aide aux populations, de faire de la justice sociale, de faire de la justice équitable, comme on appelle dans nos pays. Et donc, la lutte fondamentale dans laquelle nous devons comment on appelle, nous engager aujourd'hui, c'est la lutte de souveraineté, je le répète, c'est la lutte de souveraineté, la lutte d'autodétermination, la lutte de justice sociale et dans une certaine mesure, de réciprocité entre nos États et, comme on appelle, les États étrangers. Donc, ce n'est pas qu'une simple lutte de démocratie libérale, de démocratie en réalité néolibérale qui fait croire qu'il faut ouvrir nos sociétés à tout ce qui vient d'ailleurs, de un, mais de deux, c'est que il faut tout simplement rester là, à ne pas demander la souveraineté à nos États, à dire nous voulons être libres, mais être libre vis-à-vis de qui? Être libre d'abord vis-à-vis de nos dirigeants, être libre de façon naturelle parce que Dieu nous a créés libres. Et donc, on ne devrait pas prendre des mesures légales, je ne sais pas trop, pour nous empêcher d'être libres. Et donc, en même temps que nous sommes libres individuellement, nous devrions travailler à ce que nos États soient libres. Et moi, qui suis ici, quand je vois les gens qui ne font pas une lutte de souveraineté, une lutte d'autodétermination, une lutte de justice sociale, une lutte de réciprocité entre nos États et les États étrangers, je me dis, ces gens-là, ceux qui font autre lutte que ça, n'ont pas encore appréhendé le monde dans lequel nous sommes, n'ont pas encore connu, comment on appelle, la mission de notre époque, n'ont pas encore connu la mission de cette génération-là. Et tenez-vous bon, c'est ce travail, comment on appelle, de souveraineté, c'est ce travail qui a été fait beaucoup plus au sein de la souveraineté. Vous avez les Kémy Séba, beaucoup plus les Nathalie Nyam, les Franklin Nyamsi, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qu'on ne peut pas citer, beaucoup de leaders de jeunes, mais davantage, c'est souvent les têtes qui sont les plus en vue, les têtes les plus connues aujourd'hui. Ce sont ces gens-là, ces entités-là, beaucoup plus de la société civile, qui n'ont pas le pouvoir décisionnel, mais qui, à travers, comment on appelle, le travail qu'ils font dans les médias, un peu comme vous aussi, dans les médias sociaux, tout ce travail qui est en train d'être abattu aujourd'hui permet en réalité aux dirigeants de mieux appréhender la situation, de bien cerner, comment on appelle ces questions-là, de se dire, ouais, effectivement, cette génération, nous ne devrions pas rater le train de la souveraineté. Il n'y a que cette lutte à faire. Et donc, si nous faisons cette lutte-là, les générations à venir vont tout simplement préserver cette lutte-là. Nous devrions reconquérir, comme je le dis, la souveraineté de nos États, l'autodétermination de nos États, la justice sociale et les générations à venir maintenant vont préserver cette lutte qu'on aura, comme on appelle, gagnée et acquise aujourd'hui. S'il doit y avoir un message que je voudrais adresser aux dirigeants, je vais m'adresser beaucoup plus aux dirigeants d'abord de l'AES et beaucoup plus aux dirigeants, comme on appelle, pour ne pas dire au gouvernement béninois à la tête duquel nous avons le président Patrice Talon. D'abord aux dirigeants de l'AES, nous leur disons beaucoup plus, nous leur disons beaucoup de courage. Nous leur disons, d'abord, ils le sentent déjà, ils le constatent déjà, les jeunes Africains aujourd'hui sont autour de vous, chers dirigeants de l'AES. Ils forment un grand bouclier autour de vous et vous ne devriez avoir aucune crainte. Nous savons très bien que vous n'avez aucune crainte. Il peut y avoir des moments
de doute, il peut y avoir, ouais, disons-le très clairement, il peut y avoir des moments de doute, mais tenez bon. Vous devrez tenir bon parce que vous avez un peuple qui a atteint un seuil de maturité important. Vous avez, comment on appelle, une population qui se chine, des jeunes Africains qui se chinent aujourd'hui dans les médias sociaux, qui se donnent le peu de moyens nécessaires à organiser, comment on appelle, les panels, à monter des vidéos, à organiser franchement des grandes campagnes de sensibilisation. Et donc, ces jeunes-là constituent déjà un grand bouclier autour de vous, ce que vos prédécesseurs n'avaient pas forcément. Quand on prend le cas de Kadhafi, moi j'estime que si ce qui se passe aujourd'hui, le soutien populaire que les dirigeants de l'AUS ont aujourd'hui, si Kadhafi l'avait pendant cette période de 2010 à 2011, je ne suis pas sûr que les forces de l'OTAN puissent avoir tout ce cran nécessaire d'aller bombarder. Je sais qu'ils sont aussi violents. Je sais que la civilisation occidentale, c'est une civilisation très brutale, comme le disait le professeur Cheikh Anta Diop. C'est une civilisation féroce, barbare, criminelle, on le sait. Mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas aussi sûr que si la mobilisation qu'on constate aujourd'hui en termes, comment on appelle, beaucoup plus physiquement et aussi virtuellement aujourd'hui autour des dirigeants de l'AES, s'il y en avait autant de Kadhafi, je ne pense pas que le régime de Kadhafi puisse tomber aussi facilement. Et donc je dis, il faut que les jeunes Africains soient davantage dans cette dynamique et que les dirigeants comprennent qu'ils doivent aussi protéger les libertés individuelles de ces jeunes Africains qui leur permettent de tenir bon devant l'envahisseur français, devant l'envahisseur occidental et si possible devant l'envahisseur tout simplement venant un peu partout dans le monde parce que l'Afrique, c'est la terre que tout le monde veut conquérir. Ce n'est pas simplement les Français, ce ne sont pas forcément l'Occidental. Aujourd'hui, tout le monde veut aller conquérir l'Afrique, tout le monde veut aller prendre comme le dit ça, pas en Afrique. Et nous, nous sommes là tout simplement. En réalité, on nous a obligés, on nous contraint, j'allais dire, on nous contraint à travers la violence contre nos libertés individuelles à accepter qu'on nous brime, qu'on nous viole, qu'on vienne violer nos territoires, qu'on vienne piller nos ressources. Et donc, il faut qu'il y ait cette synergie, qu'on maintienne cette synergie entre les jeunes Africains, la jeunesse africaine souverainiste et les dirigeants souverainistes de l'AES. Si j'ai un message par rapport, comment on appelle, concernant euh, les autorités au Bénin, les autorités béninoises, le gouvernement béninois en la tête, à sa tête, on a le président Patrice Talon. C'est tout simplement pour le dire, personne en réalité n'est contre eux. Personne n'est contre M. Patrice Talon, personne n'est contre son gouvernement. Les Béninois réclament tout simplement beaucoup plus de liberté. Les Béninois demandent tout simplement qu'on maintienne les acquis liés à leurs libertés individuelles et à leur liberté, comment on appelle, collective. Les Béninois demandent tout simplement à ce qu'il y ait des élections libres, transparentes et inclusives, qu'on donne la possibilité aux Béninois de compétir quand ils veulent, quand ils le peuvent, qu'on donne tout simplement la possibilité aux Béninois d'aller voter qui ils veulent, qu'on ne leur propose pas tout le temps ou qu'on ne leur impose pas tout le temps le choix entre la peste et le choléra. Malheureusement, depuis l'arrivée de M. Patrice Talon, moi qui suis ici, après les élections de 2016, depuis qu'il est au pouvoir, je n'ai plus voté. Je n'ai plus voté tout simplement parce que tout le temps, chaque fois qu'il y a élection dans ce pays, élection présidentielle, législative, communale, il y a toujours une inclusion, qu'on appelle une exclusion qui ne dit pas son nom. On ne me permet pas d'avoir ce que je veux à voter dans les listes. On ne me permet pas d'aller voter qui je veux. On m'impose des candidats. Et quand vous imposez des candidats aux populations, ça engendre des frustrations. Et les frustrations, malheureusement, des gens pensent qu'il faut faire de la violence physique ou de la violence contre, comment on appelle, les biens de l'État, les biens privés, pour se faire entendre. Moi, je pense qu'il faut toujours aller, comment on appelle, de façon pacifique, quand bien même on nous empêche de compétir, comme on appelle, aux élections, quand bien même on nous empêche de voter qui on veut. Je pense qu'il faut toujours réclamer de façon pacifique. Il faut plus aller saccager, comme on appelle, les biens publics, les biens privés, parce que même en le faisant, ça ne relève pas de l'intelligence. Quand vous savez que les entités qui ont la puissance publique en main,
qui ont la facilité, disons-le très clairement, le gouvernement de M. Patrice Talon a la facilité de faire trop de violence sur les Béninois, a la facilité de brimer hein, les droits des Béninois. Je ne dis pas qu'il faut cautionner ça, mais je dis en termes, comment on appelle, en réponse à ces actes, comment on appelle, à ces actes de violence hein, contre nos libertés individuelles et collectives, contre nos libertés de choix électoral, il faut faire preuve d'intelligence qui est qu'il ne faut pas faire de la violence, il ne faut pas répondre par la violence physique, il ne faut pas répondre par quelconque violence. Non, il faut tout simplement militer de façon pacifique. Ça peut prendre par des manifestations, je dis bien pas, ça peut prendre par des manifestations pacifiques ou ça peut prendre, comment on appelle, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le gouvernement béninois doit ouvrir les élections à venir aux Béninois. Il ne faut plus permettre à ce que les Béninois refusent de voter. Il ne faut plus, comment on appelle, il faut plus empêcher le Béninois de porter son choix sur qui il veut. Il ne faut plus empêcher le Béninois d'avoir le rêve de devenir président de la République. Il ne faut plus empêcher le Béninois d'avoir le rêve de devenir député. Il ne faut plus empêcher le Béninois d'avoir le rêve de devenir maire de sa commune, délégué de son village ou de son quartier. Il faut tout simplement libérer la parole. Il faut tout simplement libérer le choix de vote, le choix de candidater des Béninois. C'est une adresse que je fais à l'égard du gouvernement béninois, le gouvernement présidé par M. Patrice Talon. Il faut, s'il vous plaît, permettre aux Béninois de voter. Aujourd'hui, au Bénin, pour une simple opinion, on peut vous déposer en prison. Mais en fait, ça fait honte. Même en France, même la France qu'on estime aujourd'hui, comment on appelle la France qui empêche les Africains d'avoir le droit de décider, qui empêche les Africains d'être libres au cœur de cette France-là, à l'intérieur de cette France-là, mais les populations françaises, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, ont la liberté de voter qui elles veulent, qui elles veulent. En France, les populations, comment on appelle, en France, ont la liberté de manifester. Du moment où c'est pacifique, les populations en France ont la possibilité de manifester calmement et leurs doléances sont prises en compte d'une manière ou d'une autre. Elles ont la possibilité de voter qui elles veulent. Et c'est cette France, vous dites que vous êtes, comment on appelle, la France est votre référence en matière électorale, en matière de droits de l'homme, en griffe. Mais vous faites tout le contraire de ce que même l'entité, comment on appelle, qui vous sert de référence fait. Moi, je trouve que c'est aberrant, c'est inadmissible qu'on ne permet pas encore au XXIe siècle, en plein 2024, pour ne pas dire bientôt 2025, qu'on empêche encore les gens de dire ce qu'ils pensent. Vous avez vu il y a quelques semaines seulement, ou je dirais quelques jours, on a arrêté le général Louis-Philippe Bourguignon. Parce que quoi? Le général il a dit ce que tous les Béninois pensent. Il a dit de façon intelligente, de façon, je dirais de façon intelligente, de façon intellectuelle, de façon franchement pacifique, ce que tous les Béninois pensent, qui est qu'il faut permettre aux gens de donner leur opinion, il faut permettre aux gens de compétir. Et pour le simple fait d'avoir dit ça, on dit, on viendra vous arrêter. Et au finish, on est allé arrêter, comment on appelle le général Louis-Philippe Bourguignon. Et après, on nous dit il a dit que, comment on appelle, ouais, quand vous allez venir, non, de venir m'arrêter, de venir me passer les menottes devant l'histoire. Moi, je trouve que le général Louis-Philippe Bourguignon, c'est quelqu'un qui connaît la puissance publique, qui a une fois exercé une bonne partie de la puissance publique. C'est quelqu'un qui sait qu'on ne peut jamais défier, comment on appelle, l'autorité. L'autorité. Quand je dis défier l'autorité, c'est pas que quand on prend des mesures liberticides, quand on prend des mesures inhumaines que vous allez accepter. Non, mais je dis c'est quelqu'un qui a géré une bonne partie de la puissance publique, qui sait que on ne peut pas défier illégalement, illégitimement, comment on appelle la puissance publique. Et donc, le fait de dire, venez me passer les menottes devant l'histoire, tout simplement parce que vous êtes allergique, comment on appelle à la liberté, vous êtes allergique à la vérité, venez me passer les menottes. C'est pas une défiance, c'est pas, comment le dire, ce n'est pas de l'insulte, ce n'est pas un appel à la rébellion. Quand il dit, quand vous allez m'arrêter,
les Béninois ne vont pas l'accepter, mais les Béninois n'ont jamais accepté. Ce n'est pas qu'il dit, quand vous allez venir me chercher, peut-être les populations vont sortir pour contester. Non, il n'a jamais dit ça. Il dit tout simplement que je suis dans le droit chemin. Je suis en train de vous dire ce que tous les Béninois pensent. Et donc, pour cela, si vous venez m'arrêter, c'est que vous allez encore davantage, c'est comme il le dit, l'exemple du clou. Quand vous enfoncez le clou, quand vous pensez que vous voulez empêcher le clou je sais pas, de s'exprimer, c'est que en enfonçant le clou, c'est que vous enfoncez je sais pas, vous ne, vous, comment le dire? Il a bien exprimé là. C'est-à-dire que quand, c'est comme la vérité, c'est comme le clou. Oui, exactement. Quand vous tapez La dessus, vérité est comme le cours. Plus vous tapez dessus, plus ça va plus ça s'enfoncer. Oui. s'enfonce. Plus ça s'enfonce, et plus ça s'enfonce, c'est que d'autres dans la société vont encore émerger parce qu'ils vont voir de l'injustice sociale, de l'injustice, comment on appelle, qui est manifestée contre des citoyens. Et donc, d'autres vont se dire, non, mais on ne peut pas accepter ça. Et donc, ce n'était pas une volonté pour le général Louis-Philippe Bourguignon de défier l'État. Ce n'est pas une volonté de défier l'État, c'est tout simplement pour dire, je suis dans le droit chemin. Et si possible, même si vous m'arrêtez, c'est qu'au regard de la loi, je serai, comme on appelle, la quitte. Je suis quitte et il a été toujours quitte. Et donc, je pense que des gens comme ça, ce n'est pas des gens qu'on devrait mettre en opposition. Les gens comme Louis-Philippe Bourguignon, je pense que c'est des gens, et c'est ça qui est bien aussi dans le courant panafricaniste. Les panafricanistes ne sont pas dans une obsession de considérer les dirigeants comme des opposants de façon classique, non. C'est quand vous êtes opposé aux questions de souveraineté qu'on estime que vous êtes très clairement des ennemis à notre émancipation. Donc, nous, on n'est pas dans les débats de quitte là, on va venir prendre ta place, Patrice Talon, quitte là, les souverainistes veulent prendre ta place. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand bien même c'est légitime, c'est pas ça. On te demande tout simplement d'aller, comment on appelle, sur cette voie-là, de faire le combat souverainiste pour que nous, on puisse bien te porter. Si, moi, je pense tout simplement que le président Patrice Talon devrait considérer le général Louis Fournier comme un conseiller. Même s'il n'a pas nommé de façon officielle à être son conseiller, toutes les interventions du général Louis-Philippe Bourguignon devraient être perçues comme, comment on appelle, des interventions de conseillers sur la place publique. On devrait l'associer. Et tenez-vous bon, tout ce qu'il a dit concernant la formation des policiers, aujourd'hui on constate que, mais il a raison. Quand on voit, on suit le général, comment il s'appelle, le directeur général de la police, M. Soumala Yaya, pour qui nous avons du respect. Personne n'est contre eux. Moi, je pense que c'est eux qui, à travers leurs mesures, oppriment les gens qui, en réalité, sont contre les populations. Disons-le très clairement. Je ne dis pas qu'ils sont eux-mêmes contre les populations, mais les mesures qu'ils prennent sont contre les populations, sont contre la liberté de décider de choisir des populations. Et donc, quand le général Louis-Philippe Bourguignon vous fait le bon diagnostic en vous disant que si vous constatez des violences venant de la part des policiers sur la population civile, c'est que ces policiers ont été mal formés. Aujourd'hui, vous avez déposé quelqu'un qui vous a fait un diagnostic pareil. Et il y a cela à peine 2 jours, je pense que c'est hier, mercredi, que le général, non, que le DG Soumala Yaya, parce que c'est un général aussi, je ne sais pas trop, mais je pense que lui-même, hier seulement, mercredi 4 décembre, a fini par faire le même diagnostic que lui faisait le général Bourguignon il y a cela quelques semaines seulement, qui est que les policiers sont mal formés. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le DG Soumala qui dit ça. Que si on constate ces violences-là, c'est quelque part cela s'explique par le fait que les policiers ont peut-être mal assimilé les coups qui ont été donnés ou c'est parce qu'ils ont été mal formés. Et donc, quand lui a dit ça, est-ce qu'on est allé l'arrêter? Non, personne n'est allé l'arrêter. Et donc, pourquoi arrêter quelqu'un de votre corporation, même si vous l'avez contraint à aller à la retraite forcée, pourquoi aller le déposer? Pourquoi ne pas tout simplement l'associer? Moi, quand je vais voir le général Louis-Philippe Bourguignon devenu conseiller de Patrice Talon, moi, ça ne doit pas me déranger parce que c'est une tête bien faite. C'est pas quelqu'un qui se met dans des histoires d'opposition classique, quitte là, je vais venir prendre ta chaise. Non, il opine en tant que citoyen, il donne des apports. Et moi, je pense qu'on devrait considérer quelqu'un du genre comme un conseiller, tout dirigeant lucide, tout dirigeant qui aime son pays, tout dirigeant qui aime, qui apprécie comment on appelle, les avis contradictoires, devrait accepter que des Louis-Philippe Bourguignon puissent exister en nombre au pays, au Bénin. Comment on appelle, on devrait même travailler à faire émerger de la société des têtes
faites, des têtes bien faites comme les Rondéniaux. Quand on dépose des gens comme ça en prison, je me dis, on tue la compétence. Vous tuez la compétence dans nos pays. Chaque fois qu'il y a la compétence qui s'exprime dans nos pays, vous les tuez, vous saccagez tout ce qu'ils ont, vous les brimez et après vous dites que le Bénin a un désert de compétences. Non, c'est quelque part vous qui prenez des décisions du genre, c'est vous qui manifestez très clairement ce désert de compétences. On devrait faire la promotion des gens comme Louis-Philippe Mourinho. Et moi, je vais me dire, ah bien, si je fais comme Louis-Philippe Mourinho, si je donne des opinions de façon limpide, de façon aussi pointue comme il le faisait, d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, franchement, moi j'ai eu mal de constater qu'on a déposé quelqu'un du genre en prison. Je me dis, tiens, c'est qu'on est en train de tuer, comment on appelle, on est en train d'assassiner les compétences et on fait la promotion de compétences étrangères, qui en réalité, ces compétences étrangères dont on a, comment on appelle, qu'on a amenées dans nos pays, mais on a vu les limites, on a vu comment ils ont saccagé, ils sont en train de saccager, comment on appelle, la SBE, on a vu comment ils ont géré la SBE sous les Canadiens qui nous ont déposé, comment on appelle, dans ces structures-là. Et donc, c'est que ce ne sont que les compétences béninoises qui puissent travailler pour le bonheur des populations béninoises. Ce ne sont pas les étrangers qui vont le faire. Le fait d'aller appeler les étrangers des gens, comment on appelle, étrangers à nos intérêts, à nous, pour dire qu'ils vont diriger nos sociétés, qu'ils vont diriger des services publics, c'est un crime en réalité. On devrait mettre au tableau des crimes contre l'humanité, des crimes contre les compétences nationales, le simple fait d'aller amener hein, je ne dis pas qu'on rejette les compétences étrangères dans certains domaines, mais je dis dans les domaines vitaux de l'État, le fait de faire appel en réalité à des compétences dit-on, étrangères, moi je pense qu'il faut mettre ça au tableau des crimes contre les compétences locales. Parce que vous tuez la compétence locale et après vous dites que le Bénin a des aides de compétences devant un président blanc, un président français, vous dites que le Bénin a des aides de compétences. Non, c'est vous qui tuez la compétence. Et je pense que le gouvernement de M. Patrice Talon, avec le grand respect que je leur dois, avec le respect que je dois au président Patrice Talon, je pense que arrêter le général Louis-Philippe Mourinho, il devrait considérer lui-même déjà que c'est une grosse erreur qu'il a faite et qu'il devrait rétablir qu'il devrait rétablir la vérité, qu'il devrait corriger le tir en faisant tout simplement libérer le général Louis-Philippe Mourinho. Et même la justice, qu'elle soit manipulée ou pas, devrait se dire mais quand même, on doit permettre aux Béninois de s'exprimer. Et donc, moi, je pense qu'il faut libérer de façon pure et simple, sans condition aucune, libérer le général Louis-Philippe Mourinho pour qu'il puisse vaquer à comment on appelle, à ses préoccupations républicaines, pour qu'il puisse apporter en termes intellectuels, en termes juridiques, comment on appelle, ses opinions dans l'espace public. On en a besoin, Monsieur le Président de la République. On a besoin des gens comme Louis-Philippe Mourinho. C'est des gens dont vous devriez faire la promotion. Ce n'est pas des gens qu'on jette en prison. Un général de 53 ans, une compétence de 53 ans, on ne peut pas le jeter, on ne peut pas la jeter en prison. Une compétence de 53 ans, Monsieur le Président de la République, nommé Louis-Philippe Mourinho, on ne peut pas jeter une telle compétence en prison. Cette compétence est encore très jeune pour qu'on puisse extraire d'elle beaucoup de choses. On doit même l'obliger, en réalité, je pense qu'on devrait même l'obliger, quand je le dis de façon amicale, on devrait obliger des compétents du genre à inciter d'autres têtes à être aussi compétentes, à inciter d'autres têtes à être aussi disciplinées dans la rhétorique, à être disciplinées politiquement, à être disciplinées, comme on appelle, intellectuellement. On ne devrait pas, s'il vous plaît, arrêter des gens comme Louis-Philippe Mourinho. Monsieur le Président, libérez Louis-Philippe Mourinho. Ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas l'ennemi de votre gouvernance. Il est tout simplement une voix souverainiste, une voix qui réclame liberté davantage. Et la liberté, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Monsieur Patrice Talon, la liberté que réclame, moi je trouve la liberté que réclame Louis-Philippe Mourinho, cette liberté, Monsieur Patrice Talon en aura besoin d'ici là. Le pouvoir, Monsieur Patrice Talon le sait mieux que moi. Il est plus expérimenté que moi. Il connaît les rouages du pouvoir. Il connaît les rouages du pouvoir. Il sait que le pouvoir n'est pas, comment on appelle ça, c'est pas un truc ad vitam qu'on peut avoir ad vitam aeternam. On peut perdre le pouvoir à tout moment. Et la constitution béninoise consacre
le thème de la perte du pouvoir. Et quand vous ne serez plus au pouvoir, Monsieur le Président de la République, la liberté que réclame aujourd'hui le général Louis-Philippe Gondignon, Monsieur le Président de la République, les autorités autour du gouvernement de Monsieur Patrice Talon, même les gens au niveau de la justice, les gens, les procureurs, les juges au niveau de la criette auront besoin de la liberté que d'ici demain, d'ici là, tout le monde aura besoin, ceux qui prennent les lois, ceux qui votent les lois liberticides, les lois inhumaines, les lois chrysogènes, ceux qui prennent des décisions judiciaires inhumaines, des décisions judiciaires qui ne reflètent pas la réalité, des gens au niveau du gouvernement qui empêchent les gens d'opiner. Ils auront tous besoin de la liberté que réclame aujourd'hui Louis-Philippe Gondignon. Et demain, comme le font certains opposants aujourd'hui, qui hier avaient empêché, en réalité, disons-le très clairement aussi, les populations de donner leur opinion, quand bien même il n'y avait pas une si forte explosion en matière électorale dans notre pays. Monsieur le Président de la République, vous aurez besoin, je dis bien, les gens au niveau de la criette, les gens au niveau du gouvernement béninois, les gens au niveau de la majorité présidentielle du président Patrice Talon auront besoin de la liberté que réclame aujourd'hui Louis-Philippe Gondignon d'ici là. Merci beaucoup, Monsieur Houibo. Nous allons parler des derniers bouleversements dans la sous-région africaine. Euh, Nous avons parlé notamment de la question des accords militaires. Si on retient de façon globale de cette émission, ce qu'on peut retenir, vous avez demandé de saluer le courage des États qui prennent leur distance par rapport à ces accords militaires de défense. Vous avez demandé aussi d'encourager les dirigeants des États de l'AES à continuer à aller de l'avant dans leur dynamique et aussi à aller vers les populations. Et vous avez dit aussi qu'il était important que les États puissent concilier la liberté et la souveraineté. Et aussi, si on prend le cas spécifique du Bénin, vous avez dit la nécessité d'ouvrir les élections générales de 2026 à tous les Béninois qui souhaitent y participer, que ce soit en tant que candidat ou en tant que électeur, que ces élections soient ouvertes pour une fois, pour que les populations puissent choisir le dirigeant qu'elles souhaitent avoir à la tête du Bénin. Donc, vous avez fini cette émission avec un plaidoyer pour le général Philippe Oundéyon, qui est actuellement en prison après sa dernière sortie qui a été arrêtée. Donc, je pense que le message est passé et nous allons pouvoir relayer largement le message pour que ça puisse atteindre le plus grand nombre. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à dire. Oui, oui. Non, non, je pense que c'est d'abord, il faut, je vous dis un grand merci pour l'initiative, comment on appelle, que vous avez prise d'informer les populations béninoises, de, de faire, de faire participer hein, des gens de tous les ordres au débat sociétal de notre pays ou de nos pays, d'animer des émissions à caractère politique. Aujourd'hui, au Bénin, malheureusement, il a fallu que, je ne sais pas, malheureusement, c'est que des panels du genre ne sont organisés que si et seulement si on est à l'étranger, comment on appelle, on est à l'étranger, des panels du genre, des panels de dissidence, des panels où on a besoin que les populations s'expriment. Franchement, ce n'est plus fait courant aujourd'hui au Bénin. Malheureusement, on a accepté que des médias puissent tout le temps injurier, on puisse accepter des députés ou des anciens députés qui viennent insulter matin, midi, soir des politiciens qui ne partagent pas les mêmes visions, les mêmes politiques que le gouvernement. Comment on appelle, de M. Patrice Talon. Franchement, moi, je vous dis infiniment merci. Tenez-vous bon et beaucoup plus vous inviter aussi à organiser davantage beaucoup de panels allant dans le sens de la souveraineté. Parce que, comme il le dit, c'est quand nous allons acquérir notre souveraineté que nous serons en réalité un peuple totalement libre. Et c'est de cette liberté que nous avons besoin dans ce nouveau monde ou dans ce monde contemporain. Nous avons besoin que nos États puissent reconquérir leur souveraineté. Ce n'est pas une question d'être opposant de façon classique, d'être opposant pour être opposant à un gouvernement. Ce n'est pas pour être
hostile à un gouvernement. Non. Si le gouvernement va dans le sens du plan souverainiste, on se doit de le soutenir. Et c'est pour cela qu'on demande au gouvernement, par exemple, béninois, dans le cas d'espèce, de rentrer dans la dynamique souverainiste, de permettre aux Béninois d'avoir la main sur l'économie. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus d'hommes d'affaires au Bénin. Moi, j'ai vu, si vous me permettez, hein, j'ai vu le président Emmanuel Macron il y a quelques jours aller en Arabie Saoudite avec plus d'une cinquantaine d'hommes d'affaires français. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon ordinateur, j'ai consulté de 2016 à aujourd'hui. Est-ce que le président Patrice Talon voyageait de façon officielle avec des hommes d'affaires béninois, les mettre en promotion, leur permettre d'avoir accès à des marchés à l'étranger? Il n'y en a pas. On a fait tout possible. C'est le constat qu'on fait. C'est le constat qu'on a fait. On constate tout simplement que il y a une volonté pour le président Patrice Talon de liquider d'une manière ou d'une autre tous les hommes d'affaires qui, selon lui, pourraient être un compétiteur face à lui. Je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre. On devrait permettre à nos pays d'avoir des Dangote. On devrait permettre à nos pays d'avoir des Patrice Talon en termes de capitaux, en termes de capitaux. On devrait permettre à nos pays d'avoir des Sébastien Diavon. On devrait permettre à nos pays d'avoir des grands capitaux. Nous permettant, ou j'allais dire des grands capitaux qui vont réinvestir ce qu'ils ont gagné sur place dans l'économie. Ce que vous faites aujourd'hui à Lodjigbe, moi je dis, on dit qu'il faut ouvrir l'économie béninoise ou les économies africaines à des investisseurs étrangers. Ce n'est pas le modèle qui va nous faire développer ou qui va nous rendre puissants. Non, les modèles qui vont nous rendre puissants, c'est des modèles qui protègent d'abord les grands détenteurs de capitaux étrangers, de capitaux béninois ou de capitaux africains. On doit mettre en valeur les hommes d'affaires béninois dans le cas d'espèces. On doit mettre en valeur les hommes d'affaires africains. On doit leur permettre d'emmagasiner beaucoup de capitaux. Je ne dis pas de faire du capitalisme, non. Mais on doit protéger les hommes d'affaires béninois, les opérateurs économiques béninois. Ce sont eux qui vont investir dans l'économie béninoise, faire du profit et réinvestir, comme on appelle toujours dans cette économie-là. Quand vous faites appel à ce que vous appelez les investisseurs étrangers, qui pour moi, les investissements étrangers, pour moi, sont en réalité le nom esthétique qu'on a trouvé aujourd'hui à la nouvelle forme de prédation économique dans nos pays. Les investisseurs étrangers ne veulent pas développer le Bénin, c'est du faux, c'est du pipeau, c'est du leurre. Ce qui se passe à Glodjibé, on dit on a ouvert l'économie béninoise à des investisseurs étrangers qui vont venir investir. Et nous, on ne se contente que du nombre de Béninois qui travaillent dans ces structures-là. On ne se contente que des impôts mal calculés, mal payés peut-être, qui sont déposés au trésor public. Seul Dieu sait comment on arrive à payer ces entreprises, à payer les impôts. Quand nous suivons un peu la situation au Sahel, on a vu comment aujourd'hui, du moins j'allais dire, les entreprises étrangères ont prospéré dans ces pays-là. Et ces entreprises étrangères ne payaient même pas correctement les impôts. Vous savez qu'il y a même des accords entre nos pays et la France permettant, par exemple, aux entreprises étrangères et aux entreprises françaises d'être exonérées de pas mal de taxes, de pas mal d'impôts. Et c'est pas moi qui le dis. Vous prenez, par exemple, encore le Code des investissements du Bénin. C'est des codes, franchement, on vit une nouvelle forme d'esclavage avec cette histoire d'investissement étranger. Et moi, je pense profondément qu'il faut permettre aux hommes d'affaires, quand je parle des hommes d'affaires, c'est tout le monde, qu'il soit Patrice Talon, qu'il soit Sébastien Diabon, qu'il soit Martin Rodriguez, qu'il soit qui encore, tous ceux qui ont un peu de capitaux à investir au Bénin, il faut leur apporter la garantie juridique. Il faut sécuriser leur investissement. Il ne faut pas rentrer dans une chasse à l'homme parce qu'on estime que quand M. Ouattara ou quand M. Jules ou quand un certain Martin Rodriguez ou quand un certain Patrice Talon va amasser un peu d'argent, qu'il va devenir l'ennemi de l'État. Non, on devrait sécuriser les investissements, comme on appelle béninois. On devrait permettre aux investissements, aux capitaux béninois d'être réinvestis dans notre économie. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit construire notre économie. Ce n'est pas les histoires d'investissement étrangers. Non, ça n'a jamais développé un pays. Quand on dit qu'il y a des investissements, comment on appelle, américains en Chine, mais il y a la réciprocité. Quand on dit qu'il y a des investissements chinois aux États-Unis de façon, c'est toujours avec de la réciprocité. Mais chez nous, on dit, nous là, il faut chasser nos hommes d'affaires. Il faut les pousser à l'exil. Il faut les ruiner. Moi, j'ai vu, on a dit la dernière fois qu'à Grissage Sale, comment il s'appelle,
de Jean-Baptiste Sassy, oui, Sassili. oui. Moi, quand j'étais gosse, quand on était adolescent, mais franchement, c'est des gens qu'on a connus, c'est des gens qu'on estime que quand on va grandir, ils seront des références, ils seront des modèles. Mais des modèles qu'on est en train de tuer, des modèles qu'on est en train d'assassiner, des modèles, même si, comment on appelle, même s'ils ont connu des difficultés, mais toute structure est aussi appelée Patrice Talon le sait mieux que moi. C'est quelqu'un qui a l'inspiration des entreprises. Il sait qu'une entreprise peut connaître à tout moment des difficultés financières, des difficultés liées à la trésorerie, à la gestion de la structure. Et donc, quand c'est comme ça, on vient toujours à la rescousse de ces entreprises-là. C'est comme ça le monde fonctionne. Quand vous prenez une société qu'on appelle Atos, la société qui aujourd'hui contrôle une bonne partie, j'allais dire la grande partie du renseignement béninois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Quand vous prenez par exemple Atos, Atos, cette société française était déjà au bord du gouffre, était déjà, c'était fini pour Atos. Atos avait déjà connu à plus de 98% la faillite. Mais l'État français a dit non. C'est pas parce que c'est pas un bien d'Emmanuel Macron ou c'est pas parce que c'est pas un bien d'Emmanuel Macron que l'État ne va pas venir à la rescousse, comment on appelle, de Atos. Aujourd'hui, on a permis à Atos d'avoir un marché béninois. Disons-le très clairement, on a permis à ces sociétés françaises d'avoir un marché béninois, lui permet de se restructurer, lui permettant de se revigorer, de renaître. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça pour nous, les gens parmi nous qui ont des entreprises? Pourquoi on ne peut pas permettre à nos États de se constituer, de constituer des fonds, des garanties de fonds, je ne sais pas comment ils appellent ça dans le jargon économique, de permettre à nos États de venir à la rescousse de nos opérateurs économiques? Non. Nous, on les considère comme ennemis parce que nous avons le pouvoir d'État. On considère que ces gens-là, ils ne font pas notre volonté, mais c'est pas, on ne doit pas attendre que les hommes d'affaires béninois fassent la volonté du chef de l'État. Du moment où ils font la volonté du peuple béninois, du moment où ils investissent dans l'économie béninoise, du moment où ils réinvestissent les profits dans l'économie béninoise pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la puissance, parce que la puissance dont nous voulons dans le monde panafricaniste, c'est la puissance de nos hommes d'affaires. Nous avons besoin de Patrice Talon puissants, nous avons besoin de Jules Jossou puissants, nous avons besoin de Martin Rodriguez puissants, nous avons besoin des hommes, des opérateurs économiques puissants dans nos pays, pas des étrangers opérateurs économiques puissants dans nos pays. Vous prenez l'économie béninoise, elle est contrôlée par qui? Une bonne partie par Patrice Talon ou le clan de M. Patrice Talon et une autre partie par les entreprises françaises, libanaises et autres. Où sont les Béninois dans tout ça, s'il vous plaît? Et donc, liberté dans tout ce que nous faisons, Monsieur le Président de la République. Ouvrez l'économie béninoise aux capitaux béninois. Donnez-les les garanties juridiques, les garanties législatives, donnez-les toutes les garanties. Et c'est qu'à travers cela que nous serons puissants économiquement. C'est à travers ces mesures de souveraineté, d'autodétermination, de protection, ou j'allais dire de protectionnisme, que nous pouvons faire face au monde. Ce n'est pas en détruisant les nôtres, ce n'est pas en détruisant les opérateurs économiques que nous allons penser que nous allons conserver notre pouvoir. Je ne pense pas. Un pouvoir n'est pas éternel. Et vous le savez mieux que quiconque, vous savez mieux cela que les Béninois. Ouvrez la compétition électorale, brisez ce code électoral de vous-même, de votre propre chef, Monsieur le Président de la République. Ouvrez l'économie béninoise aux Béninois, ouvrez la compétition électorale aux Béninois, donnez-leur la possibilité de compétir de façon libre, de façon inclusive et donnez-leur la possibilité de voter qui ils veulent. Ils veulent. C'est comme ça que nous serons libres et c'est de cette liberté que nous avons besoin au Bénin. Nous autres panafricanistes, nous pensons que pour les élections législatives, oui, j'allais dire, pour les élections générales législatives, communales et législatives 2026, on doit permettre aux Béninois de décider par eux-mêmes que les lois chrysogènes qui ont été votées soient jetées à la poubelle. Et c'est une question de seconde, ce n'est pas une question de négociation sur négociation, non. Monsieur le Président, que ça vienne de votre propre chef. Et c'est en cela que vous allez rentrer dans l'histoire. Ce n'est pas après avoir peut-être empêché les Béninois de compétir, de faire l'amnistie pour ceux qui ont tué des Béninois que vous allez rentrer dans l'histoire. Non, Monsieur le Président. Ouvrez la compétition électorale, ouvrez l'économie béninoise aux capitaux béninois. Merci bien, Monsieur Jules. Merci beaucoup. Notre invité, c'est Monsieur Huibo. Il est écrivain essayiste,
coordonnateur national de l'organisation Urgence panafricaniste. Donc, on a fait le tour des bouleversements sociaux politiques en Afrique. On aura l'occasion de revenir sur d'autres aspects, peut-être qu'on n'a pas pu approfondir aujourd'hui, les questions économiques et liées à la souveraineté. Vous avez parlé notamment des Ça questions me de parle, Sachivi. ça me parle très bien, Sachivi. les Et, questions et- économiques, c'est des questions qui me passionnent. Je pense que les questions économiques, c'est des questions qu'on devrait même pousser chacun de nous comment on appelle, à s'y intéresser. Aujourd'hui, on constate que la plupart de nos hommes politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, personne n'aime aborder les questions économiques, personne n'aime faire les grands débats économiques, les débats économiques contemporains, personne ne les fait. On se contente de dire, ouais, Patrice Talon a mal fait, Yahi Boni avait mal fait, et puis ça s'arrête là. Mais le fond des dossiers, le fond des nous- influences extérieures sur l'économie, le fond des mesures de rétorsion des fonds, on n'arrive pas à mener les débats de fond, parce qu'on voudrait tout simplement prendre la place des uns et des autres en matière électorale, et puis ça s'arrête là. Chacun veut prendre le siège électoral, et puis ça s'arrête là. Les débats économiques, ce serait très intéressant qu'on les mène sur votre Oui, plateau. nous allons organiser d'autres panels, des panels spécifiques sur ces questions économiques là, qu'on ne prend pas toujours le temps d'approfondir. On survole souvent, et puis on est plus cramponné aux questions politiques, aux questions électorales. Or, l'économie est d'abord la base. En tout cas, les populations nous attendent vraiment d'abord sur ces questions économiques là, parce que c'est ça qui touche directement nos populations. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ces aspects-là. Donc, je vous remercie une fois encore pour votre disponibilité et puis on va se donner rendez-vous pour très prochainement. À plus tard.